Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette 9e leçon qui sera consacrée à l'introduction au réseau à longue distance. Et cela dans le cadre de notre programme CCNA 200-301, programme en français. Et moi c'est Mehdi Boloko, je suis certifié Cisco professionnel en routing and switching. Et donc, en introduction, pour la transmission des data, donc les data qui sont des paquets entre réseaux locaux séparés par une longue distance, il faut utiliser les réseaux à longue distance, qui sont les Wide Area Networks, donc les WAN. Les technologies du WAN définissent les protocoles de la première couche et deuxième couche qui permettent à connecter des réseaux locaux séparés par une longue distance. Donc, les technologies du WAN utilisent deux couches. La première couche et la deuxième couche. Et il y a des protocoles que nous allons examiner au cours de cette présentation qui permettent à connecter les réseaux de longue distance. Donc, il y a deux types de réseaux à longue distance, les Leased Lines WANs et les Ethernet WANs. Nous allons commencer par la première catégorie, donc les Leased Lines. Donc, dans le cas des réseaux à longue distance au travers d'un Leased Lines, les deux routeurs de l'entreprise sont interconnectés par un WAN link. Le WAN link cache beaucoup de détails des connexions physiques. Donc ici, je donne un exemple d'un routeur. Ici, nous pouvons dire que ce routeur est par exemple à Singapour et ce routeur se trouve par exemple en Tunisie. Donc le WAN link, c'est l'interconnexion de plusieurs équipements. Donc ce symbole signifie le WAN link. Donc, il cache beaucoup d'équipements parmi les deux routeurs. Donc, le PC1, si le PC1 veut transmettre des paquets, donc des data au PC2, il va les transmettre au routeur 1. Le routeur 1 va les transmettre au routeur 2 et le routeur 2 va transmettre les paquets au PC2. Mais bien sûr qu'il y a tout un processus pour livrer les paquets du PC1 au PC2. Donc, il y a des détails physiques concernant les leased lines, mais en fait qui ne sont pas en fait visibles lorsque nous avons regardé la topologie précédente. Le leased line, donc ce que j'appelle maintenant, j'abrévie en LLW, le LLW délivre des bits dans toutes les deux directions à une vitesse déterminée en utilisant la logique du full duplex. Si vous faites référence aux précédentes leçons, nous avons dit qu'il y a full duplex lorsque deux équipements qui sont connectés par un câble physique transmettent et reçoivent au même moment. Donc, si mon équipement transmet et reçoit au même moment, ça veut dire qu'il fonctionne en full duplex. Donc, le LLW utilise deux paires de fils, une paire de fils pour chaque direction. Donc une paire qui est pour la direction qui transmet et l'autre pour la direction qui reçoit. La connexion physique d'un LLW est similaire à un crossover cable. Le LLW a plusieurs appellations, donc ça c'est du point de vue historique, leased circuit, serial link, point-to-point link, T1. Donc T1 c'est une technologie qui fonctionnait à une vitesse de 1,544 MB/s
Et le leased line peut aussi être appelé one link ou encore private line. Pour créer un one link, une connexion physique doit exister entre les deux routeurs se trouvant au bout de la ligne. Donc, il doit y avoir une connexion physique entre, tel que nous l'avons montré dans la topologie précédente, entre le routeur 1 et le routeur 2. Donc, ici, nous avons cette topologie qui apporte quelque chose de nouveau. Ça nous présente ce câble. Et si vous référez aux leçons précédentes, c'est similaire à un crossover cable, et c'est tel que nous venons de le dire que le leased line utilise deux paires de câbles, et ces deux paires de câbles fonctionnent comme un crossover cable. Donc ce routeur qui se trouve par exemple à Johannesburg est connecté à ce routeur qui se trouve à Paris. Mais en réalité, il y a beaucoup de ce câble c'est pas le même câble. Logiquement, c'est pas le même câble qu'on va faire passer d'un routeur à un autre. Ça veut dire que ce câble, ces câbles vont passer par des telcos, des offices, des fournisseurs de services. Bon, il y aura une topologie qui va montrer. Mais vous allez remarquer que j'ai un building, donc ce réseau local situé en fait situé dans une ville donnée, et ce réseau local sont séparés par une distance de 1000 miles. 1000 miles, je pense que si on convertit, ça peut nous donner autour de 700 km. Ça, c'est juste un chiffre approximatif. Donc, les leased lines utilisent un protocole, aussi des protocoles de la deuxième couche. Donc, un leased line offre des services de la première couche dans la mesure où il transporte les bits entre deux routeurs du client connectés à la ligne. Donc, nous avons dit que si nous avons un routeur à Johannesburg et un autre routeur à Paris, ces deux routeurs sont connectés par une connexion physique. Ce n'est pas le même câble, mais il y a une connexion physique qui existe entre les deux routeurs. Donc nous avons une topologie qui va montrer. En fait, ça veut dire que ces câbles vont passer par des telcos au room, où il y aura l'interconnexion et ainsi de suite jusqu'à faire arriver la connexion physique à la destination finale. Donc, toutefois, le leased line ne définit pas le protocole de la deuxième couche utilisée par la ligne. Il y a des protocoles donc qui contrôlent la deuxième couche des leased line. Nous avons le HDLC et le point-to-point protocol. Donc, ces protocoles jouent le même rôle. Ils contrôlent la livraison des datas sur une connexion physique. Donc nous allons ignorer le par. Je pense que c'est une erreur lors de l'édition. Donc, le leased line offre un service de la première couche, mais pour que les routeurs soient en mesure de livrer les bits à la destination finale, les routeurs utilisent aussi la deuxième couche. Et lorsque vous vous référez au modèle TCP/IP, nous avons vu que la deuxième couche est une couche supérieure à la première couche. Donc ce qui va se passer, c'est que nous avons la troisième couche, parce que nous sommes dans le contexte d'un réseau à longue distance. Donc pour que le PC1 puisse transmettre les datas au PC2, le PC1 doit faire référence, doit envoyer les paquets à l'adresse IP du PC2. Et lorsqu'on parle d'adresse IP dans le contexte d'un réseau à longue distance, il y aura il y aura le routage IP. Mais
Bref, nous allons juste voir ça dans le contexte des data. Donc, lorsque la troisième couche a le paquet, selon le protocole TCP/IP, les data de la troisième couche sont appelés paquets. La troisième couche prend le paquet, le livre à la deuxième couche. La deuxième couche prend le paquet, l'emballe dans son format et transmet à la première couche. Donc, le paquet de la troisième couche est emballé par le frame de la deuxième couche et la deuxième couche livre cela à la couche physique. Et la couche physique va maintenant transmettre les bits sur la ligne physique du list line. Donc, cette topologie présente un peu ce qui se cache. Donc ça, nous avons le routeur 1 et le routeur 2. Donc ça, ce sont les telco rooms. Il peut en avoir peut-être selon la distance du lease line, parce qu'un lease line peut être un lease line de 500 km entre en fait entre deux réseaux locaux séparés par une distance de 500 km. Ça peut être un lease line qui est séparé par 2000 km voire plus. Donc on aura beaucoup de telco rooms. En fait, le nombre de telco rooms qui séparent les deux sites dépend de la distance entre les deux réseaux locaux. Donc, ce que j'appelle par réseaux locaux, c'est le site 1 du client et le site 2 du client. Donc, ça, ce sont des réseaux locaux. Lorsque vous allez, si vous, en fait, vous avez les détails des leçons précédentes, vous allez comprendre qu'ici nous avons certainement un switch à cet étage, un switch à cet étage, un switch à cet étage, un switch à cet étage. Nous avons un switch central. Donc tous les PC connectés à chaque étage sont connectés à des switches et puis ils transmettent les data au switch central. Le switch central transmet les data à ce routeur. Ce routeur va prendre les paquets, les livrer sur la connexion physique. La connexion physique va transmettre les bits jusqu'à les livrer à ce routeur. Ce routeur va prendre les data, les transmettre en haut au switch et jusqu'au PC où le trafic est destiné. Donc ici là, nous avons la connexion physique et si on dit que le leased line utilise la connexion physique, ça veut dire que ce qui va se passer, c'est que dans ce bâtiment, le câble qui vient d'ici sera connecté au câble qui doit partir à ce switch, et le même câble, en fait, physiquement c'est le même câble qui doit continuer, bien qu'il est ici là il peut bon, je ne dirais pas que c'est le même câble, mais ça doit être l'interconnexion du même câble. Ça veut dire que ici là on a un câble qui sort ici, c'est comme une prise, il doit aller dans la prise qui va faire sortir le câble ici là. Donc ça doit être le même câble qui se connecte de bout en bout. Voilà, pour faire simple, c'est comme une rallonge. Donc je prends ici, je connecte là. Dans le deuxième switch room, je prends ici, je connecte là. Donc c'est c'est la même connexion que je dois transmettre. C'est ça le leased line. C'est ça la logique du leased line. Donc c'est juste pour que ça soit clair, le leased line utilise la même connexion physique. Et donc le protocole de la deuxième couche du leased line, c'est le HDLC, High Level Data Link Control. C'est un standard de l'ASO, International Organization of Standardization. HDLC n'a pas un field type. Le field type, c'est c'est l'espace qui définit le paquet de la troisième couche
encapsulé à l'intérieur du frame. Les routeurs du Cisco utilisent une version propriétaire du HDLC qui ajoute la couche Field Type. Le protocole HDLC fait un travail moins complexe comparé au protocole Ethernet parce qu'il fait son travail dans une connexion point-to-point. C'est tel que nous l'avons dit, le routeur 1 n'a pour option que de transmettre les données au routeur 2. Donc les listes de line, ce sont des point-to-point, c'est-à-dire ça va d'un point A au point B. Donc c'est la même connexion physique. Donc le HDLC n'a pas vraiment de réflexion parce qu'il sait que mes données vont toujours partir à la même destination physique du point de vue en fait, en allant du routeur 1 au routeur B. Donc c'est la même connexion physique, les datas sont toujours transmis à la même destination finale. Donc ici, c'est le format du message du protocole HDLC. Donc nous avons le flag, l'adresse, donc ce sont les adresses physiques parce que nous sommes à la deuxième couche et la deuxième couche définit les adresses physiques. Donc le contrôle, le type, est-ce que c'est un IPv4, c'est un IPv6? Le variable, c'est le data. Donc le data, c'est le message de la troisième couche. Et ici, le FCS, c'est pour contrôler les erreurs. Donc si vous vous référez au format du frame tel que nous l'avons vu lors des leçons 5, 6 et 7, vous pouvez faire le rapprochement. Donc ici, là, c'est une comparaison entre le HDLC et l'Ethernet, donc le frame de l'Ethernet et le frame du HDLC. Donc nous n'allons pas donc vous voyez, il y a des fields qui sont presque les mêmes. L'adresse, c'est l'adresse, flag, preamble, SFD. Donc au niveau du CCNA, ce qui est plus important, c'est de comprendre les adresses, parce que à la deuxième couche, ce qu'un équipement se rassure de faire, c'est de livrer le message à la bonne adresse physique. Donc si je veux envoyer mon message dans un réseau local, je dois le livrer à la bonne adresse physique. Ici, là, les fonctions du routeur dans un list line. Les routeurs sont connectés au LAN et au WAN. Donc, il y a un port tel que nous l'avons vu ici. Ici, nous avons ce côté est connecté au WAN puisqu'il va dans une longue distance. Et il y aura une interface ici qui sera connectée au LAN. Donc, les routeurs sont connectés aux deux réseaux. Le réseau LAN et le réseau WAN. Le protocole IP, donc le protocole de la troisième couche du modèle TCP/IP, se consacre à la livraison des paquets vers la destination finale. Les PC, donc host, et les routeurs utilisent les LAN et les WAN pour transmettre les bits. Donc, il y a la transmission des bits qui se fait dans le cadre du list line, puisqu'il s'agit d'une transmission sur la base de la première couche. Donc ici, il y a un peu plus de détails sur les fonctions du routeur. Nous avons le PC1 qui veut transmettre des données au PC2. Donc le PC1 se trouve dans ce réseau local et le PC2 se trouve dans ce réseau local. Le PC1 transmet son message au routeur. Le routeur détermine que l'adresse où envoyer ce message, c'est le routeur 2. Ça, c'est sur la base, excusez, de l'adresse IP. Et puis, ce routeur livre le message à ce PC. Et donc, ici, là,
ça c'est un détail important dans le cadre du list line. Dans ce réseau local, nous avons, c'est un frame, c'est la deuxième couche. Et dans ce réseau local, c'est la deuxième couche. Mais au milieu ici, ce sont les bits. Ce sont les bits. Donc, excusez, ici là, c'est pas l'adresse IP qui permet de transmettre le message. C'est une connexion physique. Donc, ce n'est pas l'adresse IP. Donc, je vais reprendre ce slide. Le PC1 transmet au routeur 1. Le routeur 1 transmet au routeur 2 sur la base des bits. Il transmet des bits. Ce sont des bits qu'il va envoyer au routeur 2. Et donc ça s'explique ici. Et ici là, j'ai le frame du 802.3. Au milieu, j'ai le frame du HDLC. Mais ce sont des bits logiquement qui sont transmis, mais le frame qui est utilisé, c'est le frame du HDLC. Et ici là, c'est le frame du 802.3. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur ce frame, c'est le Ethernet frame que nous avons analysé lors des chapitres 5, 6 et 7. Donc, dans un list line, on utilise la deuxième couche et la troisième couche. La deuxième couche, c'est celle qui permet de transmettre le message du PC1 au PC2, du PC1 au routeur 1, la deuxième couche avec l'Ethernet frame, header and trailer. Donc header c'est l'entête, le trailer c'est la fin du message. Le IP packet est emballé dans le frame. Lui il envoie à ce routeur et ce routeur transmet à ce routeur en utilisant le HDLC frame, et ce routeur transmet au PC2 en utilisant le Ethernet frame. Donc ça c'est un peu les détails. Pour transmettre un IP packet au routeur 1, le PC1 encapsule le paquet dans un Ethernet frame, comme nous l'avons vu, qui a pour adresse de destination le MAC du routeur 1. Donc le MAC c'est une adresse physique. Le routeur 1 déencapsule, donc enlève le IP packet de l'Ethernet frame et encapsule le frame dans un HDLC frame en utilisant le header et l'entête et le trailer, et envoie le frame au routeur 2. Le routeur 2 déencapsule le paquet, donc il enlève le HDLC frame et encapsule encore le frame dans un Ethernet frame qui a pour adresse de destination le MAC du PC2 et transmet le frame au PC2. Donc, le PC1 reçoit le paquet en provenance de la troisième couche. On pouvait remonter, mais pour faire simple, il reçoit ça de la troisième couche, le paquet, le message, la photo, la vidéo, quoi que ce soit que l'utilisateur envoie. Le PC emballe ce paquet dans un Ethernet frame. Donc l'Ethernet frame dans le header a deux adresses. La source qui est ce PC, la destination qui est le routeur. Donc la source de adresse physique, l'adresse physique de ce PC, la destination adresse physique de ce routeur, et
il envoie le frame. Le frame, lorsqu'il traverse la couche physique, il va en termes de bits. Lorsque le routeur reçoit ce frame, il vérifie et sait que c'est son adresse physique, donc il accepte le frame. Il enlève le Ethernet frame, le header et le trailer, il enlève les deux. Il prend le paquet, il l'emballe dans le HDLC header et le HDLC trailer. Il l'envoie dans le WAN, donc dans le réseau à longue distance, qui n'est qu'un câble physique entre ce routeur qui est à Johannesburg et ce routeur qui est à Paris. C'est un câble physique qui passe par plusieurs telcos, nous l'avons vu. Quand le frame là va arriver à ce routeur va enlever le HDLC header et le HDLC trailer. Il reste avec le message. Il prend le message, il l'emballe une fois de plus dans un Ethernet. Donc, quand vous voyez 802.3, c'est le Ethernet frame. Il emballe ça dans le Ethernet frame, donc le header et le trailer. Dans le header, il y a la source physique de l'adresse, c'est l'adresse du routeur. L'adresse de destination physique, c'est l'adresse de ce PC. Le message qui venait de ce PC arrive enfin à ce PC. Donc, c'est le processus de livraison du message allant du PC 1 au PC 2 dans le contexte d'un leased line. Donc, il y a des avantages et des inconvénients concernant le leased line. Les avantages sont que c'est privé, c'est simple pour le client, haute de qualité, mais il est coûteux. Effectivement, vous pouvez comprendre que s'il faut connecter un câble physique sur une distance de 2 km, c'est un peu c'est coûteux parce que c'est privé, parce que c'est votre ligne, c'est une ligne dédiée à la société. Donc le Ethernet WAN, c'est le deuxième type de réseau à longue distance. Nous l'avons vu lors des chapitres 5, 6 et 7 que Ethernet n'était utilisé que dans des réseaux locaux. C'est même ce que nous avons fait comprendre, que Ethernet est utilisé c'est un protocole pour les réseaux locaux. Il y avait des restrictions liées à la distance, parce que le réseau local, c'est un réseau qui est géographiquement limité sur 1-2 km. Avec le temps, il y a eu le standard 1000 base-LX qui utilise le single mode fiber, qui peut être utilisé avec un câble de 5 km. Et on a aussi le 1000 base-ZX qui peut être utilisé avec un câble plus de 70 km. Cette évolution a permis d'utiliser Ethernet dans les réseaux WAN. Le client se connecte à l'interface Ethernet d'un routeur de son fournisseur d'accès Internet. Donc ça, c'est l'exemple d'un réseau WAN en utilisant le standard Ethernet. Ce qui est vrai, c'est la même logique que nous avons vu lorsque nous avons vu le leased line. Ça veut dire qu'au milieu, il y a beaucoup de telcos. Au milieu, on peut avoir selon, par exemple, si j'ai ce routeur se trouve à Los Angeles et ce routeur se trouve par exemple à Dubaï, ça c'est le service, c'est le réseau du fournisseur d'accès Internet. Il n'est pas seul, il peut avoir même 5 fournisseurs d'accès Internet. Mais la logique est que au niveau de ce réseau local, le client vient se connecter à l'interface du routeur.
le routeur du fournisseur d'accès Internet transmet les données dans son réseau fait passer les données de telco en telco, de telco en telco, jusqu'à ce que ça arrive au routeur connecté au réseau local qui est à Dubaï. Donc, il y a beaucoup de détails qui se cachent ici. Ethernet WAN de la deuxième couche fonctionne comme un crossover, comme un câble crossover. Logiquement, il fonctionne comme une connexion point-to-point entre deux routeurs. Physiquement, il fonctionne comme une connexion physique entre deux routeurs. Il y a beaucoup d'appellations: Ethernet WAN, Ethernet Line Service, Ethernet Line Service, donc ce que nous appelons le E-Line, le Ethernet Emulation and Ethernet over MPLS. Et le plus populaire de nos jours, c'est le dernier, c'est le Ethernet over MPLS. Donc, ici, nous avons un exemple. Vous voyez que c'est similaire à ce que nous avons présenté dans le cadre du lease line, parce qu'il y a toujours beaucoup de détails qui se cachent dans ces réseaux. Dans un réseau EO-MPLS, dont nous l'avons dit, le Ethernet over MPLS, un réseau Ethernet over MPLS permet au routeur de transmettre un IP packet d'un line à un autre en passant par un WAN. Donc, cette technologie permet à un routeur de transmettre le IP packet allant du réseau local de Dubaï vers le réseau local de Los Angeles. Le WAN Link utilise le même protocole que le LAN Ethernet. Donc, la différence entre le Ethernet WAN et le leased line est que dans le leased line, au milieu c'était HDLC ou encore point-to-point protocol. Mais dans le Ethernet protocol, ça veut dire que dans le LAN, dans le réseau local, c'est le protocole Ethernet. Dans le réseau WAN à longue distance, c'est aussi Ethernet. Donc c'est le même protocole. Donc la connexion Ethernet over MPLS utilise Ethernet pour les fonctions de la première couche et la deuxième couche. La connexion EO-MPLS utilise le même Ethernet header and trailer. Donc, ici là, vous avez vu que lorsque nous avons parlé de lease line, au milieu c'était HDLC, alors que ici là, au milieu, nous avons toujours le A22.3. Donc, la logique c'est à peu près la même, mais en termes de protocole, c'est le même protocole qui fait la transmission des données de end-to-end. Donc, du PC1 au PC2, c'est le même protocole qui est utilisé pour transmettre les données. Donc, par rapport à ce tableau, voici les détails. Pour transmettre un IP packet au routeur 1, le PC1 encapsule le paquet dans un Ethernet frame qui a pour destination le MAC du routeur 1. C'est la même logique que nous avons vu précédemment. Le routeur 1 déencapsule le IP packet de l'Ethernet frame, encapsule le paquet dans un nouveau Ethernet frame, alors que là-bas c'était dans le HDLC frame. Le MAC de destination et le MAC du PC, du routeur 2 et le MAC source et celui du routeur 1. Lorsque le routeur 2 reçoit, il enlève le IP packet de l'Ethernet frame, encapsule dans un nouveau Ethernet frame qui a pour adresse l'adresse du PC2 et transmet. Donc, ici là, le PC1 reçoit le paquet de la troisième couche, il l'emballe dans
un Ethernet header et trailer, le header a deux adresses physiques. Son adresse physique comme source et l'adresse du routeur 1 comme destination. Lorsque le routeur 1 reçoit ce frame, il enlève ce header et ce trailer, il emballe dans un nouveau header et trailer, et dans ce nouveau frame, la source, c'est l'adresse physique de cette interface, la destination, c'est l'adresse physique du routeur, de l'interface du routeur 2. Et c'est très important, un détail à retenir, lorsque nous parlons des adresses physiques dans le contexte des frames, ce sont les adresses physiques des interfaces, là où est destiné le paquet. Donc, lorsque le routeur 2 reçoit le paquet, il enlève ce header et ce trailer, il emballe dans un nouveau frame, il transmet au PC2 et le message arrive à destination. Et donc, pour le big picture de cette leçon, nous avons le WAN, longue distance. Le WAN utilise des adresses logiques, mais dans le contexte de cette leçon, nous n'en avons pas parlé, mais lors de la prochaine leçon, nous allons parler du routage IP, parce que pour faire transmettre les datas dans un réseau à longue distance, il faut avoir une adresse IP. C'est l'adresse IP qui permet au PC de transmettre les paquets. Tout le reste, tout ce qui se passe à la deuxième et la première couche, c'est pour transmettre. Parce que pour que le PC puisse envoyer les datas, il doit avoir l'adresse IP. L'adresse IP, c'est l'adresse IP lorsque on envoie les données dans une longue distance. Si je veux envoyer les données, par exemple, je suis ici à mon domicile, si je veux envoyer les données à un PC qui est connecté dans mon réseau local, je n'ai pas besoin d'adresse IP parce que j'utilise l'adresse physique de destination dans le même réseau local. Mais si je veux envoyer les données à un PC qui est au Sénégal, je dois avoir l'adresse IP du PC qui est au Sénégal. Parce que lorsque je veux envoyer les données à mon fournisseur d'accès Internet, mon fournisseur d'accès Internet doit être en mesure de chercher où se trouve ce PC. Et c'est l'adresse IP qui permet de faire ce travail. Donc, le réseau local, adresse physique, le réseau à longue distance, adresse IP. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette présentation était informative. Si vous avez des remarques, des suggestions, des propositions, vous pouvez nous contacter à support@congo-its.com. Je vous suggère de suivre. Si vous avez vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos, repartez afin de comprendre ce que c'est que le modèle TCP/IP, de revoir quelques notions telles que le standard Ethernet, les types de câbles et autres. Et si vous l'avez déjà fait, je vous invite à suivre la prochaine leçon qui sera consacrée à l'introduction au routage IP, et il y aura la leçon 11 qui sera un exercice d'application de tous les concepts que nous allons voir dans la leçon que nous avons vu dans la leçon 9 et que nous allons voir dans la leçon 10. Merci, je vous encourage de continuer de persévérer parce qu'au début, il y a quelques confusions, mais avec le temps, c'est que le voile va tomber, les ondes d'ombre seront plus claires. Merci, que Dieu vous bénisse.